Salut à tous, épisode 9 avec Lampre Abarth. Voilà, ici on a un Giro à terminer. Donc c'est de ça qu'on va s'occuper ici. Étape 9 à 21 du Giro 2023. Ouais, sachant que les positions, après 8 étapes, sont celles que vous voyez avec Juan Ayuso qui possède une 35 sur Pidcock et 2,04 sur Vingegaard, sachant que d'autres commencent à être un petit peu plus loin ou alors n'ont pas la capacité de vraiment pouvoir lutter pour la victoire finale. Donc voilà, compris ça sans le duel exclusif entre Ayuso et Vingegaard. Vous voyez, moins 18, on avait perdu 18 secondes sur le prologue, enfin sur l'étape 1 qui était un joli contre-la-montre. Après, il se trouve qu'à l'étape 3, on avait, grâce à la bonification, récupéré 10 secondes sur Jonas Vingegaard. Et puis, vous voyez, cet écart, il s'est construit progressivement. C'est à l'étape 4 aussi qu'on arrive quasiment à reprendre une trentaine de secondes à Jonas Vingegaard. Il déteste le terrain vallonné et c'était encore une fois confirmé sur ce coup-là. Après, par contre, sur terrain montagneux et au terme d'une très longue ascension au Gran Sasso d'Italia, eh bien, on va s'imposer ici en se permettant même le luxe d'offrir la victoire à Fortunato, parce que l'écart est conséquent. Regardez, Vingegaard, il termine derrière Buitrago, derrière Pidcock, il termine quasiment comme Bettiol. Donc il a pris très très cher sur cette longue ascension. Alors on essaiera de se poser la question de savoir pourquoi et est-ce que ça va se reproduire ou est-ce que finalement il va avoir d'autres choses à nous opposer. Et au terme donc voilà de 9 étapes, on en est là. Et la 9e de 8 étapes plutôt. Et la 9e étape, c'est un contre-la-montre de 32 km, quasiment plat. On peut quand même dire ici qu'on a quelque chose qui est réservé aux purs spécialistes du contre-la-montre plat. Donc Tobias Foss fait partie des favoris, Magnus Sheffield, Vingegaard, Warren Skjold, etc. Et puis on a également Ayuso qui fait partie des noms les plus cités pour cette étape-là. Je vais reconnaître un petit peu le parcours avec Kesbol, avec Ballerini, avec Scaroni, pour finalement m'apercevoir que la vérité doit se situer aux alentours de 78 d'efforts tout du long, ou d'efforts moyens si vous préférez. Après, il restera toujours la question de savoir sur ce type d'épreuve si on doit, faire évoluer notre effort, c'est-à-dire peut-être appuyer plus fort à des moments, relâcher à d'autres. Moi ici, comme ça me paraît totalement plat, j'ai l'impression qu'il vaut mieux être dans la constance et dans un effort qui est vraiment maintenu à un certain niveau. Tiens, regardez, Velasco, il se fait dépasser par Tobias Foss précisément, alors que à ce moment-là, Warren Skjold possède le meilleur temps provisoire. Il y aura peu de surprises par rapport aux prévisions d'avant-étape, puisque donc Velasco va en terminer, Warren Skjold va se faire détrôner par Tobias Foss, puis vous voyez Alberto Bettiol, qui pourtant est un vraiment beau spécialiste de l'exercice, va donc voilà, Foss ici, clac, qui met 11 secondes à Warren Skjold. Velasco, n'était pas vraiment dans l'équation pour ce coup-là, et puis Bettiol va terminer, vous voyez, à combien de Foss. Il a perdu un peu progressivement du temps, donc voilà, 45 secondes. C'est assez linéaire la manière dont il a perdu son temps. Et allez, en piste, Juan Ayuso, pour essayer de tenter peut-être l'impossible, à savoir battre un pur spécialiste comme Tobias Foss sur ce terrain-là. On notera que par rapport à d'autres années sur le Giro, les Kung, Ganna et autres spécialistes incontestés de l'exercice ne sont pas forcément présents. Affini a fait un temps très correct. Vacek est tout de même battu. Et puis en fait, ici, on sait que pour Ayuso, ce sera difficile, mais pas infaisable. Le duel qui m'intéresse, c'est surtout celui avec Vingegaard, alors que, par exemple, pour un autre coureur de notre équipe qui est en piste, à savoir Fortunato, là, on n'a pas vraiment d'espérance. On sait que Fortunato perdra très très gros ce genre d'exercice, a fortiori contre la montre plat, parce que là, vraiment,
toute sa non-spécialité, son caractère de non-spécialiste du genre va vraiment éclater au grand jour. On s'en était déjà aperçu dans la carrière, mais voilà, c'est comme ça. Allez, donc au moment où Félix Gall a été rejoint, voire dépassé par Vingegaard, on voit qu'Ayuso aperçoit Battistella en ligne de mire. Il va s'en rapprocher imperceptiblement. On est pas mal aux intermédiaires, regardez. 6 secondes au premier, 9 secondes au deuxième. Vingegaard, il va, regardez, avaler dans les dernières centaines de mètres. Il va avaler Fortunato. C'est énorme. Quelle rapidité. Donc ça veut dire, ça au passage, que son effort, il le fait jusqu'au bout. Et la barre, elle a été bien gérée. Il vient échouer à moins de 10 secondes de Foss. Mais c'est quand même toujours Tobias Foss qui possède le meilleur temps. Et regardez, nous, quand même, à l'intermédiaire 3, on n'est pas forcément optimiste pour Ayuso, qui, désormais, accuse un retard de 10 secondes, très probablement sur Foss. Et donc, il va falloir peut-être accomplir une forme de miracle pour essayer de remonter ce temps-là. C'est quasi impossible, de reprendre 10 secondes comme ça sur une si courte distance. Voilà, on termine à 14 secondes. Ben là aussi, comme Bettiol, la perte de temps aura été très progressive. On notera donc ici une belle victoire pour Foss, un très beau comportement pour un autre spécialiste, Warren Skjold, et Vingegaard qui récupère 8 secondes par rapport à Juan Ayuso, ce qui fait que le nouvel écart désormais au général est de 1 minute 56 secondes en faveur d'Ayuso. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'avoir perdu entre guillemets 8 secondes seulement, c'est bien. Ayuso aura vraiment bien limité la casse et aura été très performant. Étape 10. Étape 10, étape qu'on va qualifier de transition, comme la 11 et la 12, quelque part, avant une étape 13, qui est une étape de montagne pour le coup, arrivée à Crans-Montana. Donc ici, je n'ai pas envie de devoir contrôler cette course. Je veux que cette deuxième semaine, on la passe au maximum, pas à se reposer, parce qu'on ne se repose pas quand on court 6 étapes de Giro, mais je veux qu'on se consomme le minimum, parce que la troisième semaine s'annonce très copieuse, et donc à cet effet, je demande à Christian Scaroni de partir dans l'échappée. Comme ça donne des raisons à d'autres équipes de rouler, notamment, quand même, les équipes de sprinters doivent envisager quelque chose là-dessus. Mais la victoire pourrait bien se trouver au sein de ce groupe de 8 baroudeurs, comme ça, qui constituent l'échappée du jour. Mais après, c'est très dur, le début, ça monte, ça n'arrête jamais de monter, en vérité. Et puis, derrière, peu d'équipes font réellement l'effort. Nous, certainement pas. Les membres de l'échappée possèdent un retard au général qui est considérable. Je crois que le plus proche de Ayuso au général, c'est quelqu'un qui est à 22 secondes, je sais, soit Strong, soit Barta de mémoire. Donc 22 minutes, ouais, d'accord. Il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre. Du coup, on peut laisser filer cette échappée et puis peut-être croiser les doigts pour que Scaroni, qui a eu son petit bond de sortie aujourd'hui, puisse conclure l'affaire. Qui sait si la course le veut bien. Donc ici, un des deux seuls GPM du jour nous permet déjà au moins de ne pas se faire distancer et ne pas subir le sprint et comme ça devoir encaisser une grosse déconvenue. Parce que si on commence à se prendre un trou et qu'ils partent à 4 ou 5, c'est fini. On remontera pas, sauf si on est vraiment aidé, mais... Donc on n'a pas vraiment le droit à l'erreur avec Scaroni, pas se faire éliminer du groupe à l'avant, et c'est malheureusement ce qui va se passer, parce que là je suis assez focalisé par la descente de mon leader, et il y a quelque chose qui va ici finalement m'échapper, c'est que à l'avant ça attaque. Je vais me mettre quelques secondes à réagir, c'est quelques secondes de trop en fait. Quand Will Barta a attaqué, je mets un petit peu trop longtemps ici à regarder ce qui se produit au sein même de l'échappée. Et oui, c'est l'attaque assez habituelle avant le GPM. On s'est fait piéger. Scaroni, en l'occurrence, aura peut-être du mal à revoir la tête de course. Dans cette même difficulté qui suit la descente, on voit que le peloton se scinde avec en plusieurs morceaux en réalité, même si là,
Il apparaît que c'est en 2 morceaux, mais c'est malheureux pour certains qui se sont fait complètement piéger. On peut nommer Buitrago, on peut nommer Tao, on peut nommer comme ça plusieurs coureurs qui sont des vrais candidats au top 10 et qui se sont fait littéralement piéger et qui vont malheureusement pour eux beaucoup se consommer, quoi, hein, c'est ça le problème. Voilà, on aperçoit, ils font le forcing, ils vont essayer de rentrer. Ils vont rentrer, je peux le dire, mais regardez, tous les UAE se sont fait piéger. Les UAE, c'est pas leur course, hein, ce Giro 1, ils sont bien loin du compte. Mais voilà, Caden Groves qui fait l'effort. Il est chez Bahreïn dans la partie, c'est rigolo. Il a muté entre 2024 et 2025. Et puis voilà, ils vont finir par rentrer, le groupe Buitrago Tao, mais c'est quand même beaucoup d'efforts pour pas grand chose, sachant que la cassure elle était quand même probablement évitable. Il fallait juste se positionner bien dans le peloton. Donc moi j'ai évidemment relevé Scaroni quand je voyais qu'on ne rejoindrait jamais la tête, quoi. Il n'y avait pas de possibilité. Il était seul à rouler, il avait un Movistar avec lui. Les Movistar étaient 2 à l'origine dans l'échappée, donc c'était complètement mort. Il n'y avait aucune chance pour qu'il soit aidé. Puis après, à l'approche du final, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement choisir quelques roues. Et puis, à ce stade, il est difficile de prédire si les échappés vont être repris ou si, au final, ils vont quand même réussir à s'expliquer entre eux. On les aperçoit là-bas au loin, hein, au-delà du deuxième groupe qui est sorti. Et puis, donc voilà, j'ai calé Battistella dans la roue d'Axel Laurence, j'ai calé d'autres coureurs ici et là. Pidcock, j'ai pris à la roue avec Ayuso, etc. Et puis regardez, c'est amusant parce que Axel Laurence pose un démarrage à ce moment-là. Battistella, il est dans la roue, donc forcément, il suit. Et ce qui va se produire est amusant, c'est que, bon, Laurence va forcément buter, hein, à un moment donné, à l'approche des deux, au-delà un peu des 2 km. Du coup, je tente de rentrer sur l'avant. Je vais sprinter, et puis finalement, on va faire une place assez honorable. Ce sera une victoire pour Will Barta. Elle est très méritée, hein. Au sein de ce groupe, les 2 qui allaient le plus vite, c'était Barta et Strong. Donc à partir de là, c'est très mérité que ce soit l'un des 2 qui prenne cette victoire. Vous voyez, roue de Pidcock, vraiment une bonne roue, hein, cette période-là du Giro. Pour Vingegaard, il n'y a pas eu de problème non plus. Le classement général va pas être bouleversé, sauf si, regardez quand même, on s'attarde un peu et on s'aperçoit que Tao Geoghegan-Hart va prendre très très cher. Regardez, il arrive là, voilà, maintenant. Ouais. Il a pris très cher. En fait, sur les accélérations, à la fin, il ne devait plus rien lui rester, le pauvre. Et il s'est fait littéralement distancer. Donc, un ancien vainqueur du Giro qui perd très très lourd sur cette étape pour, a priori, anodine quand on en examine le profil. Donc, c'est un petit peu étonnant. Dommage pour Lidl Trek. Après, est-il vraiment bien préparé ? Vous savez, c'est toujours les mêmes questions, hein. Toujours la même question. Enfin, après, il y a Battistella qui a gratté une petite minute là sur tous les principaux favoris à l'occasion de cette poursuite d'Axel Laurence. On verra ce que ça donne. Je pense pas que ce soit déterminant non plus, donc il n'y a pas à en faire des tonnes. Entre l'étape 10 et 11, il y a une question de dossier à faire avancer. Alors sur la question des dossiers, mais je vous avoue, j'ai pas vraiment d'objectif ciblé. Je considère que mon équipe, elle est déjà bien constituée. Et donc, à la limite, si je l'enrichissais avec 1 ou 2 coureurs, ce serait un type comme Mohoric, par exemple, pour muscler l'équipe sur les classiques, ou bien quelqu'un comme Narvaez, outre, évidemment, les De Pretto ou Dainese, et que je vous ai présenté comme pouvant faire partie de mes objectifs. Pourquoi pas un Roger Adria, un Matthias Vacek, au nom de sa polyvalence, mais aussi de sa qualité en chrono. Donc voilà, c'est vraiment sans aucune prétention que j'ouvre comme ça la négo avec Vacek, parce que objectivement j'ai pas d'idée, puis j'ai surtout pas forcément décidé de faire une saison supplémentaire, hein, donc il faut pas se raconter d'histoire. Je pense que l'équipe elle est déjà forte comme elle est, et puis si ça se trouve la meilleure solution serait de prolonger tout simplement les coureurs qui sont déjà chez nous, parce qu'il y en a un paquet, hein, auquel on pourrait proposer encore 1 ou 2 années, et finalement ne pas aller recruter à l'extérieur. Donc voilà, tout est envisageable à ce moment-là. On a ensuite l'étape 11, alors celle-là,
quand même, si elle ne tombe pas dans l'escarcelle d'un sprinter, c'est à désespérer de tout pour les équipes de sprinters, parce que il n'y a pas, pour moi, de difficulté majeure à ce que Merlier, Groenewegen, Jonathan Milan, même Meus, enfin, tous ces mecs-là doivent suivre et doivent être présents sur le sprint. Et encore, j'ai pas cité tout le monde ici, hein, mais voilà. La Jaiko Alula travaille, d'autres équipes également s'y mettent. Bon, voilà, pas grand-chose à signaler sur cette étape-là, si ce n'est que nous, on va juste se positionner, on va profiter du fait qu'à l'avant, aucun des 3 coureurs présents n'est réellement dangereux. Donc voilà, c'est juste ici que je vais profiter d'un GPM pour aller cueillir quelques points avec Battistella, mais le reste du temps, j'aiderai pas à la poursuite. On marquera que sur les intermédiaires, que ce soit montagne, les sprints à montagne ou par points, il y a eu pas mal de points qui ont été cherchés par Heregots, par Larsen aussi, donc voilà. C'est anecdotique, ils vont porter quelques jours les maillots Azzurro et Cyclamen, mais c'est pas vraiment ça qui va nous obséder. Non, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est plutôt le final. Alors vous voyez, roue de Arnaud Delis avec Bettiol, avec roue de Arnaud Delis avec Ballerini, regardez, hop là, Ballerini, qui va s'imposer peut-être. Regardez le retour incroyable de Jonathan Milan, bien joué, bravo. J'ai cru que ça le faisait. À un moment donné, je me suis dit que c'était la victoire enfin pour Davide Ballerini sur ce Giro, mais voilà, ce ne sera pas le cas. Jonathan Milan a terminé de manière totalement sublime. L'accélération là dans les, 30 derniers mètres, elle a été décisive. Et donc victoire ici pour Milan. Je trouve que cette stratégie là de ne pas constituer de train, mais plutôt de prendre des roues avec Boll, avec Bettiol, avec Ballerini, c'est assez amusant au final, et ça permet sur un malentendu d'aller chercher comme ça une petite étape ici ou là. Autre étape de transition, la 12, eh bien vous voyez qu'il y a quand même une vraie difficulté dans le final, elle peut être un peu sélective, certains peut-être ne passeront pas, et en revanche après c'est très tranquille et ça doit échoir dans l'escarcelle d'un sprinter à mon sens. J'ai encore une fois, pour éviter de devoir contrôler et envoyer quelqu'un à l'avant, il s'agit à nouveau de Scaroni qui a des petits bons de sortie en ce moment. Faut dire, le pauvre, il s'est tellement dévoué en tant qu'équipier que c'est normal qu'on lui donne des petites opportunités d'aller chercher son étape. Après, la course décidera si, oui ou non, c'est possible pour notre Christian Scaroni. Et puis, que va-t-il se passer ? Pas grand-chose. L'échappée va posséder, à un moment donné, elle avait 5 ou 6 minutes d'avance. Là, ça se réduit forcément parce que le peloton chasse. Les équipes de sprinters font le boulot, pas seulement à l'approche des intermédiaires, hein, mais aussi de manière générale, ce qui fait que l'écart se réduit. Là, on est à 2 minutes, vous voyez, il reste 50 km, pardon. Et on se doute bien que dans la dernière difficulté du jour, ça va rentrer. Donc déjà, je suis obligé là, à ce moment-là, de cogiter, à savoir, qu'est-ce qu'on fait ? Quel plan ? Qui on essaye de mettre sur orbite ? Quelle carte on joue ? Est-ce qu'on joue la carte de nos punchers ? Est-ce qu'on essaie d'appuyer le coup, quitte à faire des efforts avec Ayuso ? Est-ce qu'on essaye de jouer, par exemple, pour Ballerini ou pour Caseboll ? Donc, il y avait plusieurs options possibles sur ce coup-là. Moi, j'ai choisi de jouer pour Davide Ballerini, puisqu'il semble en forme, il a fait 2e la veille. Et je me suis dit qu'Ayuso, il fallait absolument le laisser au frigo le plus longtemps possible et qu'il fasse le moins d'efforts. Et puis, du coup, on a choisi d'envoyer Velasco à la poursuite pour voir un petit peu ce que ça donnait. Il est accompagné par Ruben Guerrero, le Portugais. Et voilà, ces 2 mecs vont rentrer sur les 5 qui étaient échappés depuis bien longtemps. Puis on va voir si le peloton rentre. Oui, vous voyez. Donc, c'était la fin de cette échappée. Hélas pour elle. On va prolonger un tout petit peu le plaisir, histoire d'aller
gratter quelques points. Sait-on jamais, en 3e semaine, on sera peut-être content d'être allé les chercher, ceux-là. Et puis, vous voyez, je me retrouve avec 2 hommes qui ont quelques dizaines de mètres d'avance sur le peloton. Bref, on a compris, ça s'est regroupé et ça va devoir se jouer au sprint entre quand même 137 coureurs. Donc là, j'ai pas vraiment le choix, je suis obligé d'opter pour la constitution d'un petit train qui devrait permettre, en théorie, à Ballerini de sprinter. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. On a Boll, parce qu'il était un peu fatigué, je lui avais demandé de rouler à un moment donné en poursuite là. Donc Boll va être utilisé comme lanceur du poisson pilote qui sera aujourd'hui Bettiol. Et on voit que Nico Denz a essayé de partir comme il l'a déjà fait précédemment dans ce Giro. Et puis là, on va essayer de lâcher Bettiol au bon moment. Regardez, 2,7, 6. Voilà, hop, on lâche ici à 2,5 de l'arrivée. Bon, c'est toujours les modisations PCM. Hein. Voilà, c'est pas, là pour le coup, c'est pas réaliste la distance à laquelle on lâche Ballerini non plus. Hein. Mais ici, en tout cas, superbe travail collectif. Rien à redire. Roue de Pidcock pour Ayuso, histoire de ne pas se faire se prendre une cassure, regardez. Et victoire pour Davide Ballerini, je l'ai déjà dit. Ce qui est dramatique en revanche, c'est même dommage pour l'intérêt de la course, c'est que Vingegaard et tous les autres se sont fait prendre par la cassure. Donc ça, c'est vraiment... vous voyez, je râle pas seulement quand c'est à mon désavantage, parce que je m'en fous que ce soit à mon avantage ou pas. Moi, j'ai juste envie que les choses se passent de manière normale et entre guillemets... pas cheaté, quoi. Et en l'occurrence, là, on gagne 21 secondes gratuitement sur ce coup-là, avec Vingegaard et bien d'autres qui sont tombés dans le piège. Après, on va dire, ils n'avaient qu'à prendre les bonnes roues, non ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est dommage. C'est quand même dommage. Voilà. Allez, hop, on passe à étape 13. Donc là, par contre, c'est de la montagne. Et ça va arriver au sommet. Est-ce que la montée vers Gran Montana est suffisamment longue pour que je puisse utiliser ma stratégie d'effort curseur lissé ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est totalement assujetti en vérité aussi au positionnement des coureurs en tout début d'étape. Voilà, ça c'est un phénomène très important. Vous me voyez envoyer tout de suite Fortunato et Boll à l'avant. Pourquoi ? Parce que je choisis de garder Ballerini en future protection, Battistella et Ayuso qui étaient bien placés également, forcément dans le peloton. Ils sont trop bien classés au général, c'est impossible de sortir, ce serait débile en fait. Ça n'aurait aucune logique cycliste, donc c'est pour ça qu'en fait, je m'adapte complètement à ce qui se produit. Vous allez avoir ici, dans un premier temps, un groupe de 14 coureurs qui vont se retrouver pour chasser nécessairement par notamment les équipes qui n'ont pas réussi à placer quelqu'un à l'avant. C'est logique, là aussi, et puis plus tard, très, très peu de temps après, ça va se regrouper à 25, il y a un petit groupe qui va sortir pour venir compléter l'échappée, et puis forcément derrière, ce ne sont plus les équipes qui voudraient placer quelqu'un dans l'échappée qui roule, mais plutôt, regardez bien, forcément on voit Herregots, il est devant là, il va essayer de gratter des points pour l'Azzurro, on va se méfier, mais voilà, forcément c'est la Visma. Donc c'est très bien. En vérité, en s'échappant, c'est un petit peu ce que j'avais fait auparavant déjà et que je n'hésiterai pas à refaire, bien sûr. On remet la pression sur la Visma Lease Bike parce qu'il faut absolument qu'il s'épuise et que Vingegaard soit obligé de, je dirais, faire rouler. Voilà, donc c'est l'objectif. Nous, comme ça, on s'économise, on gère nos protections et on se positionne juste pour être compétitif au moment où on le décidera. Et c'est comme ça que l'échappée va prendre un petit peu de champ. Vous voyez, là, on est déjà à 2 minutes passées. Vous avez Fortunato qui est protégé par Cees Bol. Il y a un bon nombre d'UAE dans cette échappée. Ils sont assez en surnombre. Donc, forcément, ils sont au moins 3, je crois. Il y a Bjerg, il y a McNulty, notamment. Et puis, ce qui va être rigolo, c'est de voir un petit peu comment tout ça va résister. Vous voyez qu'au fur et à mesure de cette très très longue ascension du col du Grand Saint-Bernard, ça va se réduire, forcément. Élimination après élimination, Haig qui saute, Vermark, etc. Et on sent bien que Kort Nielsen, n'était qu'en suspens, il a sauté également, et puis
il va en être de même. Il y a encore Arensman là, qui résiste super bien, il est en bonne forme. Simon Kerr, Clément Champoussin, le De Koning Alpecin Osborne, Alpecin De Koning plutôt. Et puis finalement, on va se retrouver à 4. Mais 4 qui peuvent plus avancer dans les derniers kilomètres du col. Donc bah oui, vous voyez, moi je suis en souffrance totale. Hein. À peine ils mettent un petit effort de pas grand-chose, je suis fichu, je lâche avec Fortunato. Cela dit, bah, il semblerait qu'il en reste plus beaucoup à grand monde, ce qui va nous permettre d'essayer d'aller gratter un petit peu des points. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit plan secret en tête quand même, d'essayer de faire en sorte que Fortunato puisse aller gratter un max de points pour le maillot Azzurro. Ok, on a réussi ensuite à ce que ça se décante légèrement dans la fin du col. J'avais fait rouler pendant 1 km juste mes coureurs. Puis après, on se repose, on a une très très longue descente, on peut reconstituer les barres, voilà. Et puis après, très très court passage dans la plaine avant une nouvelle ascension. Vous voyez que ici, Timon Arensman est parti. Donc moi, je roule un petit peu avec Fortunato, mais si vous voulez m'aider, les gars, il n'y a pas de problème. Mais sinon, de toute façon, je ne faiblirai pas. On ne montera pas l'effort. Aucun intérêt. Moi, à la limite, si Fortunato me sert de relais à l'avant, ça va. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on s'adapte. Et puis, vous voyez que en fait, dans cette ascension, ici, donc voilà, bah, ils ont fait une petite attaque. Nous, on revient un peu en curseur. Je ne dépasserai pas le curseur à 70. Voilà, c'est un choix. Avec Fortunato, on est sur une longue ascension. Et puis par contre, derrière, voilà, vous l'avez vu, j'ai mis en route. C'est-à-dire qu'on a demandé à Velasco de commencer à rouler un petit peu durement. On a conservé Battistella, on le conservera le plus longtemps possible. Puis après, on va essayer de se servir d'Alberto Bettiol comme rouleur très très fort qu'il est. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, hop, on retrouve la présence de Fortunato. Parfait en fait. Fortunato, nickel. Au moment où là, Ballerini et Velasco n'en peuvent plus, on trouve notre petit relais. Parfait, il va continuer à éliminer un peu les gens du peloton. Alors évidemment, tout a un prix. Hein. Je fais sauter Bettiol par là même. Ça m'arrange pas nécessairement, mais bon, il faut bien écrémer. Hein. Je vais aussi malheureusement devoir faire sauter Battistella. Mais on est très proche du sommet, on est à 1 km. Donc au final, on va reprendre plus ou moins les échappées là. Vous voyez, sur un effort assez intense à la toute fin. Effort très rude. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une quinzaine de coureurs qui franchissent le col simultanément en tête de course. Et puis après, on va essayer juste de faire en sorte que Battistella, dans la descente, qui encore une fois est longue, elle permet vraiment de revenir, Battistella puisse revenir. Ici, en plus, il y a une espèce de non-agression entre les leaders du jour. Personne ne prend réellement la tête. Bah, on connaît ce phénomène, on l'a déjà observé. Donc ça permet à Battistella de rentrer. Et puis, un petit peu même plus loin, il y a Bettiol qui n'est pas si loin de rentrer sur l'avant que cela. Mais il y a quelques chutes, on arrive heureusement à les éviter de notre côté. Bettiol, oui, je voudrais qu'il rentre pour le faire rouler dans la plaine. Ça me paraît important de maintenir quand même un certain effort. Alors modeste, hein, mais on maintient un petit effort. Devant, il y a je ne sais plus qui, je crois que c'est Simon Kerr qui est sorti. Alors là, c'est pareil. À quoi bon essayer ? Là, c'est Stef Kras qui sort pour la Lidl Trek. À quoi bon essayer d'aller rechercher tout de suite ces hommes-là ? Ça sert à rien. Sur le plat, on est sûr de les reprendre. Et puis quand bien même ce serait pas sur le plat, ce serait dans la montée vers Crans-Montana. Donc on y va doucement, mais on continue à gérer la course un petit peu à notre guise pour se retrouver ensuite dans l'ascension finale. Alors à 12 km de l'arrivée, on observe qu'il n'y a pas de train réellement imposé par une équipe qui cherche à tout écraser. Il y a juste les équipiers de Félix Gall quand même qu'on voit un peu à l'œuvre. C'est bien, ils sont présents. Ils sont présents, et puis nous, pour notre part, on opte pour un effort curseur, mais qui nous permettra d'aller jusqu'au bout, et peut-être même de sprinter. C'est l'objectif, de sprinter pour l'étape. En tout cas, on surveille un homme en particulier, c'est Vingegaard. Il est évident que c'est lui qui représente le seul danger pour Juan Ayuso. Et à un moment donné, par contre, on se décide à lâcher les chevaux quand Fortunato n'en peut plus. Il a super bien rempli son rôle, et on va maintenant accélérer. Avec Juan Ayuso,
même quitte à sacrifier légèrement Battistella. De toute façon, on ne cherche pas à être deuxième avec Battistella du Giro, hein. On cherche juste à le gagner avec Ayuso. Voilà, c'est ça mon objectif. Et là, vous voyez qu'on a moyen de faire encore très très mal aux uns et aux autres. Ayuso, pourtant pas sur de très forts pourcentages, hein, mais continue à accélérer et garde de la barre pour sprinter. C'est surtout ça que je voulais en fait. Voilà, hop, on sprint un peu à la fin. Pidcock et Gall ne sont pas décrochés. Vingegaard va concéder quelques secondes, mais c'est pas grand-chose. Battistella fait quand même 6, parce que tout a explosé à la fin, hein, au niveau du groupe. Là, Buitrago perd encore pas mal. Gaudu, Georg Gennhardt, Ciccone avait lâché avant. Voilà. Et puis après, tout le monde rentre à bon port. On notera pour la petite histoire que tout le monde a échappé au hors-délai, y compris le tout dernier de l'étape du jour, qui est Phil Bauhaus. Il a réussi à rentrer dans les temps, mais à 1 minute près, lui. Donc, c'était rigolo. J'aime bien regarder s'il y a des éliminés potentiellement au temps ou pas. Est-ce qu'il y a du hors-délai? Et en l'occurrence, je constate qu'il y en a quand même presque jamais sur les grands tours. Les mecs arrivent toujours à se caler sur un rythme qui fait qu'ils sont encore dans les délais, même s'ils sont très 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 loin. Voilà. Gain de 17 secondes sur cette étape-là, vis-à-vis de Vingegaard, que l'on repousse désormais à 2 minutes 34. Avec un Tom Pidcock à 3,03, le podium commence à se dessiner. Le podium de ce Giro pourrait prendre l'allure Ayuso, Vingegaard, Pidcock, même s'il y a encore des rebondissements possibles. Et puis du côté du maillot Azzurro, on a la satisfaction de pouvoir l'arborer sur le dos de Fortunato. Belle victoire d'Ayuso. Et donc, étape de transition à nouveau, qui est l'étape 14. Ici, normalement, c'est pour les sprinteurs. Écoutez, le mieux, c'est d'aller voir si ça s'est réellement passé comme prévu. Et la réponse est, 3 petits points, roulement de tambour, oui. En fait, c'est une étape un peu étrange dont j'ai préféré raccourcir le résumé, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est épuisé, et que aucune échappée n'a de chance d'aboutir sur ce terrain-là, parce que y a faute de combattants en fait, hein, et on n'a pas encore bouclé la 2e semaine de ce Giro, qu'il y a déjà tout le monde qui est HS. Est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos de la fameuse mise à jour du 20 février, qui, vous savez, rajoute un surcroît de fatigue? Enfin, elle ne fait pas que cela, hein, bien sûr, mais notamment, elle rajoute un surcroît de fatigue aux équipiers, enfin, à tous les éléments d'une équipe qui court, par exemple, une épreuve par étape. Donc ici, un grand tour, à plus forte raison. On peut imaginer une certaine fatigue. Peut-être que finalement, tout le monde est touché par ça. Moi, j'y adjoindrai une autre explication, mais c'est cumulé, hein, c'est ensemble que ça donne ce résultat-là. C'est que tout simplement, l'IA, quand elle gère ses planifications, elle ne le fait pas de manière réellement méthodique, et elle a tendance à envoyer, je ne sais pas moi, sur une équipe de 8 là, de l'IA, sur ce Giro, je suis prêt à parier qu'il y en a au moins 5 qui n'ont pas de pic de forme. Et donc il y a un moment donné où les mecs sont épuisés, ou alors ils sont en mauvaise forme, vous leur rajoutez un manque de fraîcheur évident, et vous avez un résultat qui est un peu édifiant. C'est la première fois, en fait, dans un grand tour sur Pro Cycling Manager, que je constate, on va voir ici, voilà, magnifique victoire pour Arnaud Delis, magnifique. Première fois que je constate ce type de choses, c'est-à-dire que il n'y a pas assez de combattants pour chercher les GPM, il n'y a pas une vraie lutte pour le maillot cyclamen. Peut-être que j'exagère quand je dis ça, mais je dirais que la lutte est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Regardez, il y en a un qui s'est fait piéger dans cette étape, malheureusement pour lui, c'est le lieutenant de Vingegaard, c'est Heudebrooks. Il avait un peu chuté, et puis en fait, il n'a jamais réussi à se refaire dans cette étape-là, et donc il sort du top 10, alors qu'il avait une jolie 9e place jusque-là. Voilà, donc très belle victoire de Arnaud Delis devant Luke Lamperti, le désormais sprinter de la Soudal Quick-Step, parce que Merlier il est là, mais en fait il n'est pas là. Voilà, et statu quo, pour ainsi dire, à part Heudebrooks, au classement général. Voilà.
on aborde ensuite l'étape 15. Alors, l'étape 15 est très intéressante de par sa référence assez forte. Un Tour de Lombardie, profil que vous reconnaissez. Donc l'arrivée à Bergame du Tour de Lombardie, c'est dans le passé récent, on va dire, c'est 2016, 2021 et 2023. Voilà les trois petites refs qu'on peut avoir sur les dernières années. Et là, c'est pareil, c'est une étape qui va vraiment emprunter des chemins à des moments similaires, à d'autres moments proches, quoi. Hein. Donc très, très sympathique. Moi, j'adore. Ce sont des routes que j'adore. Et puis, ici, ce qu'on va avoir, c'est une échappée qui sera partie dès le début de la course, tout simplement. Par rapport à laquelle je vais quand même essayer de maintenir un écart raisonnable avec Kesbol sur le plat. C'est une étape sur laquelle il y a une possibilité de victoire. Ouais, c'est Ballerini ensuite qui s'y colle un petit peu pendant que Bol se repose, entre guillemets, en protégeant Ayuso. Il y a quand même une vingtaine de km/h de vent aujourd'hui, donc est-ce que ce sera à prendre en considération ou est-ce que ça n'aura pas d'incidence sur la course? On verra ça. Toujours est-il qu'à un moment donné, on attaque le fameux Valico di Valcava, et à ce moment-là, c'est parti. Bettiol, Scaroni, Velasco. L'appétit vient en mangeant, et je me dis qu'il y a peut-être une victoire à aller offrir pour Scaroni ou pour Velasco. Voilà. Bettiol a déjà eu la sienne, et moi j'aime bien essayer de récompenser tout le monde dans l'équipe. On sait que Scaroni et Velasco ont eu un rôle vraiment ingrat et pour le coup anonyme. Ils ont vraiment fait les sales besognes de protection quasiment depuis le début de ce Giro, ou bien ils se sont sacrifiés pour grimper à des moments et pour maintenir une certaine pression sur la Visma Lease Bike et essayer d'éliminer des équipiers à certaines étapes. Donc je crois qu'ici il mérite bien d'avoir le soutien d'Alberto Bettiol pour pouvoir ensuite, on verra lequel des deux sera à même de jouer sa chance. Toujours faut-il déjà rattraper l'échappée, donc chose relativement facile, avant le GPM de préférence, et à ce moment-là, après, on peut se battre à la loyale pour sprinter en haut du Valico di Valcava, et puis, vous voyez, ici, on va passer en tête au sommet, voilà, Scaroni, Bettiol, Velasco, bon après, peu m'importe du moment qu'on rafle les points, parce que si on prend les points, ça veut juste dire qu'en fait, les autres ne les prennent pas, voilà, c'est juste pour ça. Donc, est-ce qu'on va protéger à terme le maillot de Fortunato? Est-ce qu'on va jouer pour l'un des deux punchers, Scaroni ou Velasco? On verra. Ça, c'est pas du tout établi encore à l'avance. Derrière, ça se la coule douce, On va dire que dans le peloton, il n'y a pas eu une énorme réaction, à part un peu les Visma, qui ont mis un homme ou deux, parfois, à rouler. Les Ineos aussi, mais bon, c'est une logique de course. C'est Pidcock qui est quand même bien placé au général. Et puis, de temps en temps, il y a un UAE qui, comme ça, s'emploie. Voilà, les trois équipes qui cherchent un petit peu à réagir par rapport à notre échappée, qui prend un petit peu de champ, mais qui n'est pas non plus doté d'une avance définitive. Même pas 6 minutes, alors qu'il reste 110 bornes, et tout ça à escalader, objectivement, c'est pas grand-chose. Donc voilà, petit sprint intermédiaire ici, hop, ça a sprinté pour un point ou deux du côté du peloton, et puis d'ailleurs la course n'a pas vraiment commencé pour le peloton, encore 160 hommes dans le groupe maillot rose. Puis à l'avant, nous on se partage un petit peu le travail, parce que je me dis que en fait on dure plus longtemps si on partage les relais, c'est tout bête, c'est du vélo. Donc voilà, ça sprint au GPM, ok, pas de problème pour Frigo et Oliveira. Et puis on a quand même réussi déjà à se débarrasser d'un Movistar. C'était pas voulu, mais bon, voilà, c'était comme ça. Il y en a un qui a déjà lâché, puis on va voir un petit peu de quelle manière est-ce qu'on peut arriver à lâcher les deux qui restent, tout en sachant qu'on a intérêt à les garder jusqu'à la dernière ascension. Et au pire, j'ai même envie de vous dire, aucun des deux rescapés, là, avec mes trois hommes à l'avant, n'est réellement capable de suivre dans le petit final, vous savez, avant la ligne d'arrivée à Bergame, là, avec les pavés. Même si on voit qu'on est mal pris, allez, tant pis, all-in sur Bettiol,
il nous règle ça dans les pavés. Bon, bref, vous voyez que je suis assez optimiste à ce moment-là, hein, quand même, 70 bornes de l'arrivée, 5 minutes, ça sent plutôt bon. Mais c'est maintenant, en fait, qu'on va avoir une réaction du peloton. Vous voyez, ça s'est réduit en une dizaine de kilomètres, de 2 minutes, notre avance. On est au moment, précisément, du premier passage dans le petit secteur pavé qui précède la ligne d'arrivée. On va faire 2 passages, donc voici le premier, avec Bettiol qui fournit l'essentiel du boulot, et un groupe maillot rose qui commence à se déliter. Vous voyez que ça éclate, il n'y a plus 80 coureurs, il y en a 50, et dans pas longtemps, il y en aura beaucoup moins. Ça va vraiment se décanter, cette course, surtout que on va arriver vers l'ascension la plus importante du jour, hein, donc la dernière. Elle est très sympathique. Voilà, on va avoir un peloton qui roule beaucoup. Le Maïka, notamment pour UAE, a pas mal roulé. Et puis après, il y a quand même les 2 Visma là, qu'on voit s'affairer pour essayer de réduire l'écart. Et franchement, ça marche bien. On commence à être un petit peu inquiet à ce moment-là. Honnêtement, là, je me dis, honnêtement, ça peut revenir. Ça peut revenir sur quelques soubresauts des leaders dans le Poncola Alta. Voilà, donc qui va y aller? En tout cas, moi, je protège toujours Ayuso. On notera encore l'excellente présence de Ballerini à l'avant pour protéger. Ballerini est indestructible, en fait. Il est capable de gagner au sprint, il est capable de rouler dans la plaine, de descendre sublimement, et il est même capable de protéger très très longtemps en montagne. Bon là, voilà, il tire un peu sa révérence. Attention, à 1 minute, là, ça commence à devenir tendu. Scaroni a tout donné entre-temps. J'étais obligé de quand même faire un petit choix entre Scaroni et Velasco. Et on va demander ici à Bettiol maintenant de bosser afin d'aider l'ami Velasco. Et vous le voyez, attaque de Vingegaard, énorme. Attaque de Vingegaard au moment où il ne nous reste plus rien à l'avant. On est sur la jante là avec Bettiol. Quand même difficile hein, cette étape. Hein. Difficile. Le groupe maillot rose a un peu éclaté. Je reviens au curseur avec Ayuso. Là, on est vraiment en PLS devant. On n'a plus grand chose. Là, il suffit encore d'une mini-attaque et puis ils sont repris hein, nos échappés. Mais regardez ce qui se passe. C'est que je pense qu'il en reste plus beaucoup à Vingegaard. Il n'ose pas planter une deuxième banderille immédiatement. D'ailleurs, quand est-ce qu'il compte le faire? S'il le fait pas là, je ne sais pas. Pidcock, il ne doit plus rien lui rester. Gaudu, c'est pareil. En fait, ils sont tous HS, quoi. Même Van Aert, Velt. Et donc, les leaders capitulent. Voilà. C'est la capitulation indirecte des leaders de la course qui laissent partir Bettiol et Velasco quasi gratuitement. En même temps, allez, il fallait y être hein, dans l'échappée. Ils se la sont tapés depuis longtemps. Elle a été construite dès la première ascension du jour. Et je pense que Bettiol et Velasco vont retirer les bénéfices de leur épopée de l'étape 15, puisque voilà, même ça revient un peu de l'arrière dans le groupe maillot rose. Je vous ai zappé la descente dans laquelle Vingegaard a tenté quelque chose, mais a été tout de suite repris par Pidcock. En fait, ils se surveillent entre eux, j'ai même pas besoin de spécialement rouler, donc là on va y aller pépère, on va juste ne pas se faire surprendre dans la petite montée de Bergame, dans le secteur pavé, afin de pas non plus se prendre une cassure débile par rapport à Ayuso. Et vous voyez, donc ça a arrêté de rouler, pour ainsi dire. Donc ce sera une victoire pour Simone Velasco. Bettiol la lui offre bien volontiers. Bettiol, il va prendre des petits points, là. Il a un peu grappillé. Peut-être le cyclamen en tête. Vous voyez, Van Aert qui ne tente même pas. Voilà. Gaudu, par contre, qui y va. Ça fait plaisir. Allez, David, peut-être une 3e place sur l'étape. Ce sera sûrement le cas. Magnifique. Nous, on poursuit en curseur, assez tranquillement. Voilà, juste le temps de revenir ici sur la tête de course. Le champion d'Italie qui lève les bras sur la ligne à Bergame. Et puis derrière, David Gaudu qui va sûrement gagner quelques secondes. Pas de problème. Et Ayuso qui reste tout à fait au contact de Pidcock. Et Vingegaard qui ne perdra rien non plus là-dessus. Donc voilà, ça aurait été une étape que moi je qualifierais pas de très intéressante. Mais par contre, elle confirme une tendance. C'est que on est au-dessus. On est au-dessus. Et donc là, à ce stade du Giro, après 15 étapes, vivement d'ailleurs le lendemain hein, pour se reposer, parce qu'au niveau de la fraîcheur, je ne vous fais pas un dessin. Mes coureurs, ils sont essorés. À part Battistella, Fortunato et Ayuso, que je conserve le plus longtemps possible au frais.
si jamais il y a une passe d'armes sur les prochaines étapes. Mais je n'aurai pas une grande inquiétude ici à ce stade de la course, quoi. Hein. Et en plus, ouais, satisfaction quand même de pouvoir payer un peu Velasco de ses efforts. Merci Bettiol, merci Scaroni. Scaroni, le prochain que je veux éventuellement récompenser si jamais l'opportunité se présente. Je ne sais pas si on pourra en donner à tout le monde, quand même, faut pas rigoler. Étape 16, après un jour de repos, je vous le disais, avec une sublime ascension finale, se pose encore la question de la stratégie. Est-ce qu'on part? Beaucoup de points à glaner. Hein. Est-ce qu'on part ou est-ce qu'on laisse un peu, pour une fois, l'échapper à voir. Alors, ce que je me suis dit, c'est que il fallait pas avoir la grosse tête et il fallait être... voilà, ne pas attendre de se prendre un coup de Trafalgar pour de redevenir modeste. C'est-à-dire que le Giro, il est loin d'être gagné. Les étapes 16, 18, 19 et ensuite le contre-la-montre de l'étape 20 constituent tous les 4 des occasions phénoménales pour Vingegaard de peut-être renverser ce Giro. Et je me suis donc dit qu'il fallait la jouer assez modestement en tentant de contrôler cette course. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts modestes. Il y a eu Boll sur le plat, il y a eu ensuite Ballerini sur la deuxième partie de la plaine, et ensuite c'est Velasco à qui on va demander d'imprimer un rythme pas dément, mais juste un rythme qui fait qu'on maintient une forme d'écart constant avec l'échappée. Vous voyez un petit bloc ici, c'est un petit scénario de blocs. J'avais Battistella, le bloc Battistella Scaroni protégé par Boll, qui était au niveau d'Ayuso. Et les mecs se retrouvent 100 places plus loin, juste sur un petit bloc artificiel. Bon bref, pas très grave, on continue notre stratégie, toujours Velasco. Il y a 14 hommes en tête, dont certains ont de vraies qualités de grimpeurs. On peut penser à Sepp Kuss, à Rafał Majka, etc. Il y a quand même du client, mais bon, tant qu'ils prennent pas plus de 2, 3, 4 minutes même, la course n'est pas du tout gagnée pour eux. Et on va ainsi continuer à essayer de contrôler les choses. Donc évidemment, Ballerini et Boll ont payé pour les efforts consentis. Velasco est héroïque et s'accroche. Devant, ça se partage un petit peu les points GPM. Peu m'importe en vérité. À ce stade-là, quand bien même il faudrait perdre tous les maillots annexes, il n'y a qu'une seule chose pour laquelle je roule, c'est le rose. Voilà, point. Ici, petit ravito de Bettiol. Voilà, on voit que Velasco continue à faire quelques efforts, même s'il y a des moments l'IA veut nous aider. Tant mieux, je suis assez content. Mais bon, Trahen, là, a donné ce qu'il avait, puis après on reprend un petit peu notre rythme. L'échappée a tendance à gagner un petit peu de terrain là sur cette partie-là. Ils sont vers 3,30 environ d'avance. Bon, après, il n'y a pas de problème particulier. De manière générale, j'ai remarqué que si on assure le train dans les montées, l'IA a tendance à quand même faire sa part du boulot au minimum dans les descentes. Voilà. Ça, c'est quelque chose, allez, que je garantis 9 situations sur 10. Il y a des fois où quand même elle ne fait pas le boulot et elle laisse l'échappée prendre du champ, mais bon voilà, globalement on s'en tire pas si mal, on maintient l'écart nécessaire pour que dans l'ascension finale, qui fait 20 km, il puisse y avoir explication entre les favoris. Et puis, vous voyez, ici, on entame l'avant-dernière difficulté du jour. Encore une très très longue ascension d'environ une quinzaine de kilomètres, sur laquelle Velasco est encore une fois soumis à rude épreuve. Il achève ici son travail du jour, il aura fait un travail monstrueux, Velasco peut se relever, la suite ce sera demain pour lui, et Scaroni prend le relais, voilà, peu importe, Azzurro ou pas sur les épaules, on va essayer d'aller comme ça, marquer un petit peu le territoire sur cette fin d'ascension vers le Serrala. Et on ne peut pas observer grand-chose ici, c'est une phase relativement calme de la course, où on reste à une grosse cinquantaine de coureurs présents dans le groupe. J'observe de très près les Visma, les The Bike, parce que je veux voir quel est le plan. Et vous allez voir qu'il y en a un. Donc... voilà, méfiance.
Fortunato qui vient glaner quelques points gratos. C'est bien mérité. Après tout, on fait beaucoup d'efforts. On mérite de récupérer des points à des moments. Sur les classements annexes, on a vu Fortunato. Scaroni a été un tout petit peu juste en fin d'ascension. Donc ils n'ont pas pu réellement marquer tous les deux. C'est pas très grave. Et puis ici, sur la portion de plaine, on va aussi aller gratter un petit peu des points avec Bétiol. Voilà, là encore, je crois pas que ce soit volé. Ensuite, on va passer en protection. Bétiol, il y a d'autres équipes qui ont envie de rouler ici. Bétiol protecteur. Scaroni, Bétiol, il protégera juste après, pardon. C'est Scaroni qui termine son travail du jour par la protection d'Ayuso, lequel ne monte pas, vous voyez, à plus de 80. Je refuse. Si je me laisse décrocher à 80 d'effort pour maintenir la position, eh ben c'est pas grave, je passerai en curseur à une intensité inférieure, un petit peu à l'instar de ce que j'avais fait, je crois que c'était à l'étape 7 ou 8, je ne sais plus. Et puis vous voyez, certains sortent comme Van Eetveld, comme Geo Gegenhardt, David Gaudu a aussi essayé de prendre le bon train. Après on revient très tranquillement, parce que derrière leur attaque, ils n'arrivent pas à replanter une note, sauf Geo Gegenhardt. Pidcock, tiens, c'est intéressant ça. Il est très offensif, Tom Pidcock, sur ce Giro. Il fait un sublime Giro. Hein. Pour quelqu'un qui a 75 de montagne, il se retrouve là, leader de la Ineos, et c'est vraiment du grand Tom Pidcock. Toujours Van Eetveld aux avant-postes. Vingegaard toujours sur la réserve. Je me méfie. Je veux pas m'exposer. Je suis à 78 en effort curseur ici. On a Scaroni qui a terminé son job du jour. Bétiol qui est en train de terminer aussi sa protection. Il n'y a plus que 30 coureurs dans le groupe maillot rose. Ça va être bientôt à Fortunato de bosser. Voilà, on va switcher pour se retrouver quelques kilomètres plus loin dans un relatif statu quo. Félix Gall qui attaque avec Tom Pidcock, Ciccone, Buitrago entre autres dans la roue. Là par contre j'y vais en curseur parce que je suis très étonné de voir Vingegaard qui ne bouge pas. Option 1, il est crevé. Option 2, il veut nous piéger. Vous allez voir qu'on va avoir la réponse à tout ça. Gall et Pidcock bien en tête, ils ont l'air d'être vraiment dans une grosse forme. Après tout, si la victoire leur échoue, eh bien, il n'y a pas de problème de mon point de vue. La seule chose que je veux ici surveiller, évidemment, c'est le rapport de force entre Ayuso et Vingegaard, qui n'a absolument pas lâché. Hein. Pas de cinématique de défaillance, le mec est en pleine bourre. On reprend Gall et Pidcock. On a encore une fois, là maintenant, nos équipiers qui sont complètement à l'agonie, les pauvres. Il ne va rien se passer dans le kilomètre et demi qui va suivre. Donc voilà, j'ai coupé léger au montage. Allons-y, voilà. Roue de Vingegaard avec Ayuso. Et ça va se jouer la gagne entre 3 hommes. Gall qui entame le sprint, bien joué. Il se positionne pour entamer en tête. Vingegaard essaie de contre-attaquer. Ayuso le pique la 2e place, mais la victoire est bel et bien pour Félix Gall. Alors, pourquoi est-ce que je regrette pas d'avoir été prudent? C'est parce qu'en fait, Vingegaard a adopté ici une tactique beaucoup plus raisonnable. Et si on avait joué de l'effort curseur avant, si on avait essayé d'éliminer je ne sais qui, je ne sais quoi, je pense qu'on se serait fait avoir sur la fin et on aurait perdu du temps. Donc ici, il fallait être super prudent. Ou alors jouer complètement différemment l'étape, hein, ça peut aussi exister. Mais voilà, donc Ballerini termine bien plus loin, Casebolt avec une moitié un gros péto, hein, disons-le. Ce qui est rigolo, c'est que Bauhaus, pour la petite histoire, va terminer 10 secondes après le temps maximal autorisé, mais sera apparemment repêché, si j'ose dire. Et donc, il n'y aura pas d'éliminé sur le temps, sur cette étape 16. Mais voilà, elle me rappelle bien, cette étape 16, que c'est loin d'être gagné. On peut encore craquer. 2 minutes 36 sur Jonas Vingegaard, c'est pas tant que ça. Et il faut rester très très prudent et modeste. Étape 17 désormais. Alors ici, on est sur une étape de transition, très clairement. Il va falloir, vous voyez la fraîcheur, elle est vraiment catastrophique pour nos coureurs. Il va falloir vraiment essayer d'être très 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 prudent.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça fait un petit moment que je réfléchis à ce que je vais vous montrer. C'est-à-dire que la courbe de fatigue de Juan Ayuso est en train de monter franchement vertigineusement. Ça m'inquiète énormément, non pas pour la fin de Giro, mais pour surtout le Tour de France qui va suivre, puisqu'on essaye de doubler. Et donc, je vais tenter quelque chose qui est de reposer un peu plus longtemps que prévu, c'est-à-dire dès la fin du Giro, Ayuso, pour par contre lui demander d'être tout de suite à 99% dès les jours qui précèdent en fait le Tour de France. Voilà. C'est une petite tentative, elle vaut ce qu'elle vaut, elle présente des avantages et des inconvénients, mais je suis obligé de m'adapter parce que si je laisse les choses comme cela, on va démarrer le Tour de France avec une fatigue folle et on le terminera exsangue et bon à rien probablement. Alors passons à cette étape 17, étape de transition typique, de plaine, promise à un sprinter très probablement, tant mieux, on va en profiter pour se reposer parce que comme je l'évoquais juste avant, le niveau fraîcheur on est quand même au plus mal, hein. Donc je prends même pas la responsabilité du peloton, peu importe, les équipes de sprinters n'ont qu'à œuvrer, et puis vous voyez que ça s'arrache un peu au sprint intermédiaire, Bettiol... il porte le cyclamen, c'est quand même dommage de le lâcher comme ça, et en même temps, il y a une logique qui veut que ce soit pas vers nous que ça aille. Surtout dans la mesure où on joue le général, et donc où on a quand même besoin de toutes nos forces à des moments. Alors on peut pas dire que les points non plus ne soient réellement récupérés par les principaux rivaux, comme Dely ou Meus, enfin, surtout Arnaud Dely en fait. Hein. Et c'est donc essentiellement les points de l'arrivée qui vont peut-être faire la différence sur ce coup-là. Donc si Arnaud Dely gagne l'étape, par exemple, ça peut être un gros pas en avant vers le cyclamen pour le sprinter polyvalent. Vous savez ce que je pense d'Arnaud Dely, moi. Hein. Pour moi, c'est un sprinter, mais qui a quand même vocation à être flandrien et à pas être le meilleur sprinter sur toute la ligne. Après, si c'est lui qui s'impose, franchement, je serais heureux, parce que c'est un coureur pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Allez, on a pris les roues, ça envoie... C'est bien lancé ici, on est pas mal placé. Dommage, il y a eu un petit blocage sur Ballerini. Pidcock, qui est vraiment présent, mais Arnaud Dely, justement, qui s'impose devant Jonathan Milan. Donc, voilà, le classement cyclamen vient de basculer, et c'est Arnaud Dely qui va prendre le maillot, on l'a pressenti. Et puis, le sprint est vraiment régulier, il n'y a rien à dire, bravo. Belle victoire du Belge. Peut-être que ça se joue à la forme. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'Arnaud Dely soit en position de mieux finir ce Giro que ne peuvent l'être d'autres sprinters. Il y en a certains qu'on voit plus du tout, ou qu'on n'a jamais vu d'ailleurs aux avant-postes sur ces étapes-là. Le général n'est pas changé. De toute façon, on est obligé de sprinter parce que sinon on se prend des cassures éventuellement. Donc voilà, je me mets toujours dans la roue de Pidcock, vous l'avez vu. Et donc Arnaud Dely a 33 points d'avance sur Bettiol au cyclamen. Voilà. Passons à l'étape 18. Étape 18 avec une forme de danger qu'on peut ressentir lorsqu'on voit le profil. On se dit que l'enchaînement final peut être éventuellement problématique. Surtout si la Visma et les The Bike se donnent les moyens de nous mettre en difficulté. Moi, je vais essayer de contrôler l'étape dans un premier temps. Donc, Kesbol roule, car il était bien positionné au tout départ. Et puis, vous voyez, ça part dans tous les sens. Œil de Brooks, Kort Nielsen, Kras, il y a plusieurs groupes qui partent. Même, du coup, Kesbol se retrouve dans un groupe de poursuite et plus en train de mener le peloton. C'est le petit jeu des attaques successives qui fait que... Donc je demande à Ballerini de venir, et puis on va aussi demander à Kesbol de redescendre, voilà, pour venir aider. On n'a rien à faire dans une échappée avec Kesbol sur cette étape-là, bien évidemment, et puis, vous voyez, il y a environ 40 hommes qui ont tenté de partir. C'est beaucoup, 40. Ça peut aussi donner lieu à des types de scénarios assez désagréables pour une étape comme celle-ci. Donc je vais quand même me décider à non seulement continuer à rouler avec Ballerini et Bol dans la plaine, comme on l'a fait, puis ensuite transférer le flambeau à Velasco, à qui on va demander d'imprimer un rythme pas horrible, mais quand même un rythme convenable. Comme ça, Ballerini et Bol passent en protection de Ayuso, éventuellement de l'ami Battistella, ou enfin on verra, voilà, on va se répartir les choses. Et puis Velasco, il a une mission, c'est nous rapprocher
de l'échappée, tout en essayant de rattraper quelques rescapés de l'échappée qui ont craqué dans la première montée, parce que l'IA elle a tendance à y aller très très fort quand c'est comme ça, et donc il y a forcément plein de coureurs qui avaient pas grand chose à faire là, entre guillemets, et qui vont très très vite exploser. On les reprend, puis on va rouler en fait pendant toute cette montée du Passo della Crosetta, et ainsi reprendre pas mal de coureurs. Je pense qu'on en a repris la moitié, hein, au moins, de cette échappée-là. On arrive au sommet, hop, on s'aperçoit que les Visma Lease a Bike qui s'étaient mis à l'avant, comme Heurebrooks, ou encore, comment s'appelle-t-il, Sepkus, c'était parti aussi. Bon, il y a une bonne partie qui ont été repris. Hein. Je pense pas qu'ils soient magnifiquement préparés, mais je peux totalement me tromper, bien sûr, mais voilà. Je pense que, voilà, pas forcément la préparation optimale. Derrière, un petit défi, là, pour remonter légèrement. Voilà, Velasco, encore une fois, à œuvrer, et puis on va redemander à Ballerini de faire le boulot, parce que Kesbol, ça y est, hein, nous a abandonné. C'était trop difficile pour lui. Et c'est marrant, parce que l'image nous laisse penser que Vingegaard prend du vent. Il pourrait quand même le protéger, mince alors. Et bon, en tout cas, visuellement, ça n'apparaît pas. Voilà, maintenant là, oui, il semble protégé, mais par un mec qui est en train d'être en défaillance. Donc, bizarre à des moments, les cinématiques, faut pas s'y fier, hein, je crois. Mais c'est un fait que... Est-ce que l'IA protège vraiment dans la plaine Vingegaard? J'ai souvent l'impression que oui, et là, j'avais l'impression que non. Bon, c'est une parenthèse. Velasco Bettiol, désormais, pour assurer le leadership du groupe Maillot Rose dans l'avant-dernière réelle difficulté, le Forcella Ciabana. Oui, parce que je groupe les deux montées de la fin. Pour moi, c'est quasiment une seule ascension, la descente est très courte entre les deux. Et on est plutôt pas trop mal. D'ailleurs, on va se calmer, puisque apparemment il y a des équipes qui ont envie d'éliminer pas mal de coureurs. Vous voyez ici Walter, pour le compte de la Visma Lease a Bike, qui mène grand train. Il y avait eu un peu de travail aussi des décathlons pour Félix Gall. Et puis voilà, bah, du coup, on s'économise, tant mieux. Il n'y a plus que 2 hommes à l'avant. Et maintenant, il n'y en a plus du tout. On est 30 au sommet, comme vous le voyez, avec quand même 4 hommes encore impliqués pour nous. Scaroni, Battistella, Fortunato et Ayuso. On a profité pour gratter un peu les points pour Fortunato, histoire d'assurer l'Azzurro. Et puis la descente, voilà, ce qui est génial, c'est quand il y a des mecs qui ont des bonnes notes de descente, ça récupère comme c'est pas possible, hein, dans les descentes, c'est extraordinaire, à condition de ne pas fournir d'efforts, tout de même. Ne pas, par exemple, mener le groupe, là pour le coup, là, vous récupérez nettement moins. Puis derrière, j'ai demandé à Battistella de rouler un petit peu, parce que sinon, personne ne veut imprimer le rythme dans ce groupe Maillot Rose. Donc Battistella, mais sur un effort assez tranquille. Ça, c'est juste le temps de laisser à d'autres l'envie de mener. Voilà, c'est chose faite. Puis on va utiliser la protection de Scaroni, et puis on verra après de Fortunato et Battistella, lequel des deux œuvre en premier pour protéger le leader. Vous voyez, toujours Decathlon et Visma qui sont aux affaires. Nous, on a dit au revoir à Scaroni, merci beaucoup pour le travail. Et puis Velasco avait lâché déjà un peu avant. C'est Fortunato à qui on demande aujourd'hui de protéger. Il est un peu moins bien placé que Battistella au général, donc ça peut justifier. Regardez, on arrive au GPM, pas grand chose n'a évolué, il y a encore quand même 23 coureurs, c'est beaucoup. Hein. Ça veut dire que ce ne sera pas un mano à mano entre Ayuso et Vingegaard, hein, sur cette étape 18. On va là encore prendre quelques points, c'est toujours ça de prix. Et puis surtout maintenant s'occuper de descendre correctement. Peut-être demander maintenant un effort au préalable à Fortunato pour essayer de commencer très très fort cette montée finale qui ne durera pas bien longtemps. Vous voyez, ça va durer 2 km hein, à peu près. Donc allons-y à fond. Et puis surtout, on surveille, on est prêt à démarrer au cas où. Hein. On est prêt à démarrer sans problème si jamais quelqu'un a envie d'attaquer. Mais regardez, ça va pas être le cas. Chute de Scaroni, mauvaise nouvelle, Scaroni va abandonner en fait, hein, sur cette étape-là. Regardez, personne n'aura été réellement en mesure de démarrer à temps et de nous faire mal. Je pense qu'ils avaient vidé leurs barres hein, respectives tous. Victoire
offerte à Battistella pour l'ensemble de son œuvre. Et Ayuso prend la deuxième place pour quand même gratter une petite bonif derrière. Pas de différence de temps. Au moment de franchir la ligne, finalement, c'était une étape où les favoris principaux se sont neutralisés. Et ça me va, moi. Hein. Si on se neutralise encore à l'étape suivante, il n'y a pas de problème pour moi. Donc, victoire pour l'équipier fidèle. Et Ayuso qui garde maintenant 2 minutes 42 d'avance sur Vingegaard, ce qui est quand même plutôt une belle opération. Allez, il faut encore tenir bon à l'étape 19. Elle propose là encore un joli enchaînement et j'aime beaucoup cette montée finale en plusieurs temps. Donc là il va falloir vraiment être vigilant. Et il va falloir aussi s'organiser. Donc, comme le début d'étape est très chaotique avec de nombreuses attaques ici et là, tiens, il y a 2 Visma à l'avant, Kuss et Heudebrooks. Et derrière, moi je demande juste à Caseball de rouler, un petit peu comme d'habitude, histoire de maintenir juste un écart. Je me fiche apparemment de qui va gagner cette étape quelque part. Tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment maintenir un petit écart, et puis après on regarde un peu dans le final ce qui peut se produire. On voit que donc Simon Kerr et d'autres sont dans l'échappée, et puis il va se passer un petit tour de magie sur le tunnel suivant. C'est qu'en fait, il va y avoir une petite contre-attaque pour essayer de rejoindre l'échappée, et au sein même de cette contre-attaque, il va y avoir une scission qui va s'opérer entre l'avant du peloton et tout le reste, ce qui fait que Caseball va se retrouver malgré lui dans l'échappée, et aussi Thomas Pidcock. Alors moi, évidemment, je fais descendre Caseball de suite. Pidcock est à l'avant. Pidcock, soit le jeu se moque, Decathlon ne s'y trompe pas en roulant, hein, soit Pidcock, il est en train de faire une Froome. Voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Le Froome de la dernière étape significative qui va récupérer tout et qui gagne le Giro. Autre temps, autre mœurs. En tout cas, moi, je fais rouler. Et on va essayer de maintenir un écart. Voilà. 23 hommes à l'avant. On demande à l'inoxydable Alberto Bettiol de maintenir un tempo raisonnable, peu importe de les reprendre, c'est pas mon but, mais juste maintenir un écart. Et ensuite, à Ballerini, sur des portions un tout petit peu plus planes, autour de l'intermédiaire 1 de sprint. Et puis, voilà, Ballerini a fait son job. Après, on va demander à nouveau à Alberto Bettiol de venir faire le taf. Et ensuite, comme j'ai envie de les emmener le plus loin possible, Bettiol et puis à 1 degré moindre Ballerini, mais il y a encore de l'utilité à les conserver, c'est très important. Demander à Velasco de faire un gros travail. C'est hyper regrettable que Scaroni, la veille, ait eu cette fracture de l'apophyse il va nous manquer pendant 1 mois environ. Scaroni, mais c'était 1 mois de repos global, donc c'est pas hyper important, mais par contre, Velasco, lui, a un rôle vraiment majeur à jouer sur cette dernière étape en ligne de montagne. Et à l'avant, vous voyez, il roule de moins en moins les 5 rescapés. On voit Tom Pidcock qui produit quand même assez peu d'efforts. Et par contre, il a quelques associés au sein même de l'échappée qui ont un petit peu plus de motivation. Alors, dès qu'ils retrouvent un semblant de barre, ils réattaquent. Puis après, grosso modo, ils se sont épuisés. Hein. On a fini par les avoir. Donc, Velasco a fait un travail que je peux même pas qualifier, tellement il a été énorme. Et tout ça, au petit train, hein, tranquille. Hein. Donc voilà, on va nettoyer tout ça en allant prendre quelques points, histoire de rappeler que le classement de la montagne, il est pour Fortunato, et c'est bien mérité. Donc voilà, c'est bien, on a récupéré l'échappée, on a corrigé un petit peu ce bug de début d'étape, puis après, par contre, sortent ceux qui veulent. Ici, c'est Emmanuel Bourgman qui sort, grand bien lui en face. Nous, on continue à rouler doucement. Effort 70 en relais. Et puis, tout simplement, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Il y en a 2 autres qui sont sortis. Et puis là, il y a un Intermarché qui sort. C'est Simone Petilli. Et voilà, rien ne change hein, dans ma tactique. Pareil, je contrôle.
Puis après, on va voir un petit peu qui se met à rouler. On a vu auparavant que Decathlon avait envie de s'en mêler. Ici, la Movistar montre un petit peu sa présence. Le GPM distribue des points, mais ça n'a plus aucun intérêt désormais. Le classement est figé. Movistar a donc un peu aidé. Puis regardez, quand même, se positionne à l'avant les Visma, les The Bike. Alors c'est vrai qu'avec presque 3 minutes d'avance pour Ayuso sur Vingegaard, on ne peut pas dire qu'on tremble réellement, mais bon, il faut continuer à être sérieux et on ne sait jamais, n'oublions jamais qu'il y a un contre-la-montre sur lequel Vingegaard peut faire des différences assez significatives à l'étape suivante. Donc quand même, ne prenons pas un éclat aujourd'hui, ça risquerait de sonner le glas de nos espoirs de victoire. Et on continue notre petite routine avec Ballerini en protecteur, avec Bettiol qui roule de manière, j'ai envie de dire, sempiternelle et qui ne s'use jamais. Bettiol à plus 3, c'est quand même quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Ensuite, regardez, un bon moment là pour les équipiers de Félix Gall qui doit avoir les bonnes cannes aujourd'hui, puisque Decathlon roule pas mal. Ineos présente aussi. Attention, eux, je ne sais pas s'ils ont vraiment intérêt à rouler parce que Pidcock a nécessairement perdu des cartouches. Le fait même d'être présent dans l'échappée, même s'il n'a pas beaucoup roulé, il s'est beaucoup moins reposé que s'il était au sein même du peloton. Donc je ne suis pas sûr que ça s'avère une stratégie très payante finalement que d'avoir accepté de rester dans cette échappée, ou alors il aurait fallu qu'il ait un ou deux équipiers à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas. Puis là, voilà, on va se permettre ici de passer en tête du peloton et ensuite se reposer dans la descente. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, on a perdu Velasco, on a perdu Ballerini, on a perdu Kees-Bol, bon, Bol depuis longtemps, hein, mais c'est pas grave, tout le monde a formidablement œuvré. Puis là, la descente nous a permis de nous refaire et on a encore maintenant un choix à faire. C'est-à-dire que je peux soit demander à Bettiol de protéger, mais ça veut dire que je laisse faire les Visma, regardez, les Visma qui prennent le contrôle à ce moment-là du groupe maillot rose. Donc oui, bah c'est plutôt ce vers quoi je vais m'orienter. Par contre, attention, si une attaque de leader important au général survenait, il faudrait peut-être commencer à rouler avec Battistella, ou alors peut-être jouer avec l'effort curseur. Battistella, vous voyez, il est en forme du jour 0, ce qui n'est pas franchement une très bonne affaire et qui marque une vraie différence avec du Battistella à plus 1, plus 2 ou plus 3. Hein. Donc c'est quand même pas le même niveau. Tiens, attaque de Van Eetvelt, de Ciccone et de Geoghegan Gegenhardt. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus s'exciter, ceux-là. Et bon, l'attaque n'est pas non plus hyper fructueuse parce que les Visma veillent. Hein. Les Visma roulent bien. Et d'ailleurs, on pourra apprécier le fait qu'ils soient assez nombreux au sein de cette grosse vingtaine de coureurs. Il y a quand même encore au moins 5 Visma les The Bike. Donc c'est quand même à noter. Pour une fois, Visma a bien joué. Dans ce Giro en tout cas. Hein. Et puis, mais voilà, on est toujours en surveillance des choses. Battistella, vous voyez, a donné tout ce qu'il avait pour protéger. Je continue à maintenir un petit écart avec Bettiol, mais je ne me trompe pas. Pour Bettiol et pour Battistella, c'est bientôt fini. Hein. Ils vont devoir rendre les armes pour aujourd'hui. Battistella perdra peut-être quelques places au général, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et par contre, l'arme principale en soutien d'Ayuso, ici, ce sera évidemment Lorenzo Fortunato. En cette fin d'étape, c'est lui qui va jouer un rôle majeur. Alors ici, voilà, les dernières cartouches pour les uns et pour les autres. Ici, je décroche un peu Battistella, le pauvre. Hein. Je pense qu'il a mérité de terminer plus calmement cette étape. Voilà, légère descente. Et ensuite, on a 4,4 km d'une montée très très intense. Mais ça nous fait pas très très peur en fait. De très gros pourcentages sur une distance assez courte. C'est tout à fait gérable en vérité pour Ayuso, même s'il n'a plus qu'un équipier à ce stade-là. Voilà. David Gaudu qui lâche en même temps que Bettiol. C'est rigolo. Et puis, il y a encore un homme à l'avant. Regardez, un courageux
qui va malheureusement pour lui se faire reprendre ici par Félix Gall, lequel a magnifiquement attaqué. Moi, j'étais là à observer les Visma et à me demander à quel moment est-ce que Vingegaard allait tenter quelque chose. Et finalement, à l'approche des 2 derniers kilomètres, Félix Gall a accéléré. On va nous aussi accélérer en effort, curseur protégé par toujours Fortunato. Quelle résistance ce coureur. Et se lancer à la poursuite de Félix Gall avec Ayuso. On voit que Vingegaard a lâché. Voilà, donc très belle victoire pour l'Autrichien. Vingegaard concède du temps ici au sommet. Fortunato 4e, Kuss 5e. Ça fait plaisir de voir enfin Sepp Kuss à son niveau, si j'ose dire. Jack Haig et Caruso, compagnons d'infortune de la Bahreïn, qui n'ont pas existé, hein, en vérité, sur ce Giro. Il en est presque de même des Lidl Trek, à part la victoire d'étape de Jonathan Milan. Pidcock qui paye ses efforts, oui, ça se sentait. C'est la logique sur PCM. Hein. Tu payes tes efforts si tu gères mal. Puis après, voilà, quelques équipiers Visma qui en terminent avec David Gaudu et Alberto Bettiol qui termine tout près. Battistella également. Ok, très bien. Tout ça nous permet de rendre hommage à Velasco, qui aura fait un travail magnifique, à Ballerini, qui aura également été encore une fois somptueux, et à Boll, qui aura une fois de plus fait plus que son boulot. Bref, vous avez compris, je suis très très satisfait de mon équipe. Je trouve du mérite à chacun d'entre eux, et je trouve ça tellement beau, le cyclisme, quand c'est associé comme ça à vraiment quelque chose de collectif. Bravo à Decathlon H2A mondial qui s'impose une 2e fois par l'intermédiaire de Félix Gall. Très belle victoire, très opportuniste, très très bien joué d'avoir attaqué à ce moment-là. Et puis on est maintenant à 3 minutes 19 d'avance pour Juan Ayuso sur Vingegaard. On peut quand même considérer qu'on a une main et demie sur le trophée, si j'ose dire. Et on va quand même être vigilant, parce que le contre-la-montre de l'étape 20, il est très intéressant. Vous l'avez joué sûrement, la plus grande partie d'entre vous, et si c'est pas le cas, je vous conseille de le jouer. Il est très amusant à jouer. Regardez, Kesbol, meilleur temps à ce stade-là en tout cas, hein, sur la partie plane, et Plap était à portée de vue. Oui, mais en fait, la montée vers le Monte Lussari, elle fait environ 7 km, et tout est au-dessus de 10%, mais souvent en fait c'est 12-13, hein. C'est très très difficile, ce qui fait que on peut avoir réalisé une partie plane très très intéressante, finalement ne plus avoir assez de barres pour pouvoir gérer la fin. Il en est donc Boll, c'était vraiment mon petit test de tout départ. Puis dans la foulée, j'ai essayé d'adapter un tout petit peu la tactique avec Ballerini, donc on va réaliser un meilleur temps ici. On n'est qu'à 6 minutes du meilleur temps provisoire, et puis etc. avec Velasco à son tour, Bettiol également, qui vont encore une fois me servir de baromètre pour pouvoir m'ajuster ensuite avec Ayuso. Donc Velasco fait un super temps, hein. Honnêtement, il lui a manqué pas grand chose pour faire encore mieux que cela, et je sais très bien, c'était dans la manière de doser l'effort sur les 7 km de montée très raide. Et donc c'est pour ça que je démarre très très doucement avec Ayuso à 72. Ok, j'ai appliqué la même recette pour l'ami Fortunato, bon, pas spécialiste du CLM du tout, hein, et Battistella. Tiens, on en profite pour saluer l'arrivée de Bettiol, voilà, qui a payé sa note de montagne, tout de même, en finissant à plus de 2 minutes de Sepp Kuss. Regardez, Ayuso, centre forcé, meilleur temps sur le plat. Ok, très bien. Maintenant, tout va se jouer. Donc, je démarre à 78 en bas de la montée. Je me dis qu'il va piano va sano, hein, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, Vingegaard passe un bon moment en étant un petit peu au coude à coude avec Félix Gall avant de le dépasser. Et il prend un avantage de plus en plus net sur l'Autrichien. On aperçoit là-bas Tom Pidcock en ligne de mire de Vingegaard. Et
Et nous, on continue notre bonhomme de chemin. Vous voyez, je suis monté à 80 à ce moment-là, d'effort. Et oui, je réserve, on va dire, mon surplus de barres jaunes restantes par rapport au kilomètre à parcourir pour la fin, parce que je me dis que c'est vraiment à la toute fin qu'il y a moyen d'accélérer très très fort. Vingegaard, dans son effort, ne déçoit pas. C'est vraiment magnifique. Vous voyez Tom Pidcock qui a dépassé Battistella, Galb dépassé aussi par Vingegaard, mais Ayuso va-t-il résister à la charge du Danois qui en termine de manière très très autoritaire? Voilà, il roule encore très très vite jusqu'au bout, vous allez voir, c'est magnifique. Donc Fortunato est arrivé, Vingegaard va claquer un temps exceptionnel, il bat quasiment d'1 minute le meilleur temps jusque-là, et Ayuso, à qui il en reste pas mal à la fin, hop là, à fond, ne va perdre que 38 secondes, 39 d'ailleurs, une fois le classement affiché. Donc je suis très content, parce qu'on a superbement bien résisté, avec des notes, quand même des notes inférieures, hein, et on a conservé la majeure partie de notre avance au classement général. Ça fleure bon, donc, la victoire finale sur ce Giro. Il n'y a plus qu'à rallier Rome et pouvoir lever les bras et souffler un grand coup. Étape 21, donc, je dirais une petite formalité habituelle ici, quand ce n'est pas un contre-la-montre. Alors il ne va pas se passer grand-chose. Nous voulons juste rallier l'arrivée. Et puis les équipes de sprinters veulent s'expliquer. Donc les intérêts sont convergents. Il n'y aura aucune lutte particulière. Si ce n'est, regardez, Arnaud Delis qui, très opportunément, je pense, vient comme ça assurer, ou presque, en tout cas, prendre quelques points. Ici, sur les intermédiaires, ça c'était à l'intermédiaire 1 qu'il est venu marquer 5 points. Et puis, il va recommencer à l'intermédiaire 2 pour aller encore prendre d'autres points. Cette fois-ci, il a les points de 4e. Je sprint un peu pour la forme. Je suis avec Bettiol, mais aucune illusion. Après, dès qu'on atteint les 17,9 km, on prend des roues vis-à-vis de l'arrivée. On prend des roues, et puis la tentative assez désespérée de Wilco Kelderman avortera très très rapidement. Il a tenté de faire le coup du départ là, mais faire ça devant un peloton qui roule à fond avec les équipes de sprinters très motivés, je pense pas que ce soit forcément le meilleur choix. En tout cas, voilà, ça va avorter, puis on va se retrouver dans les tout derniers kilomètres. Regardez, toute la question, c'est à quel moment on lance et si on a l'impression d'avoir misé sur le bon cheval, en fait. En l'occurrence, celui qui va s'avérer le meilleur ici, j'avais pris sa roue avec Ballerini, hein, mais ça n'a pas suffi du tout. Sur l'accélération, on n'est pas dans la même, on joue pas dans la même cour. C'est Groenewegen qui va prendre donc la dernière victoire d'étape sur ce Giro. C'est plutôt net, hein, la manière dont il s'impose, le sprinter hollandais, même si voilà, on a vu le bon retour de certains, la très belle 4e place de Kees Bol, hein, au passage. Hein. Donc voilà, allez, Groenewegen devant Van Poppel et Caden Grooves, c'est parfait. Ensuite, donc, le classement général est confirmé. Juan Ayuso s'impose devant Vingegaard et Félix Gall complète le podium. Je trouve que c'est assez mérité pour l'Autrichien. Ensuite, le classement de la montagne, on l'a bien compris, il va être pour Lorenzo Fortunato, spécialiste du Giro et du classement de la montagne dans cette partie. Delis, évidemment, mérite le cyclamen. C'est justice qu'ils l'obtiennent, même si on a fait un peu de résistance. Bon, après, le meilleur jeune, bon, il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir, étant donné que Ayuso gagne déjà le général, voilà, et puis on va, histoire d'aller gonfler notre pactole, ramasser sur ce Giro, regardez, 550 000 € environ. C'est presque ce que le sponsor amène en un mois, en fait, hein, qu'on a gagné sur ce Giro, donc voilà, gros bénéf. Ça pourra servir à investir dans des infrastructures, c'est toujours la bonne affaire, hein, de prendre ça, mais surtout, j'ai envie de vous dire que c'est bien mignon d'avoir gagné là sur le Giro, mais l'essentiel, ça commence en vérité maintenant. C'est sur le mois et demi qui vient,
les 2 mois, on va dire, que je vais évaluer ma saison. Parce qu'il y a une question fondamentale qui va se poser. C'est pas celle de savoir qui on met sur le Tour de Suisse au dernier moment et quel chamboulement on fait là au mois de juin, parce qu'il n'y a rien de définitif dans ce que je vous affiche là. Non, c'est surtout comment est-ce que va évoluer la courbe de fatigue de Juan Ayuso, d'une part, et comment est-ce qu'on va réussir à le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour aller faire top 3 sur le Tour de France. Je pense que c'est un objectif qui est assez raisonnable. Évidemment que dans les rêves les plus fous, on a envie de gagner toujours. Mais déjà, je trouve que arriver à avoir un top 3 mérité et pas tiré par les cheveux, ce serait déjà une très belle opération. Voilà. Donc, je vous raconterai la suite de cette histoire dans quelques temps. Et je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans le cyclisme et sur Pro Cycling Manager et même en dehors. Bye bye.